Si Jordan n'a pas de mobile apparent, les gendarmes décident néanmoins de l'interpeller à son domicile. Mais pour la famille, il est évident que les enquêteurs font fausse route. Lui, il a rien à voir là-dedans, c'est sûr et certain. Il n'aurait pas une tête à faire ça, quoi. Je vous dis, il n'est pas non plus fou à ce point-là, quoi. Il ferait pas ça, quoi. Donc là, je vous dis, il est en garde à vue, là, après on verra bien ce qu'il va donner les résultats, quoi. Pour Sébastien aussi, le choc de cette interpellation est immense. J'ai pensé à tout le monde sauf à Jordan, à tout le monde. Je me suis dit, c'est un coup d'un rôdeur. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est une erreur policière, quoi. Donc pour moi, c'est juste impossible de l'imaginer impliqué dans une affaire aussi violente, aussi brutale et aussi criminelle, quoi. C'est juste pas possible. Malgré l'incompréhension de ses proches, Jordan est placé en garde à vue à la gendarmerie d'Amiens. Il est complètement mutique, quoi. C'est-à-dire qu'il ne dit rien, à peine donne-t-il son identité, et il ne donne aucun élément sur ce qui s'est passé dans les heures qui ont précédé, en tout cas autour de la disparition du petit homme, et ça va durer comme ça pendant plusieurs heures. Alors, Jordan va-t-il sortir de son mutisme? Pour quelles raisons refuse-t-il de témoigner? Et aurait-il des choses à se reprocher? Le mercredi 30 mai 2018, alors que Jordan est en garde à vue depuis maintenant 24 heures, le procureur de la République de Laon révèle les premiers éléments de l'enquête à l'occasion d'une conférence de presse. L'autopsie, pratiquée hier soir, a révélé que la mort est due à un traumatisme crânien. Des traces de viol ont été mises en évidence. Le gardé à vue est, en l'état de nos investigations, la dernière personne à avoir vu la victime en vie. Il a été placé en garde à vue le 29 mai à 6 h du matin. À ce stade, il conteste son implication. Et je rappelle qu'il est présumé innocent. Il a un casier judiciaire vierge. Si Jordan conteste son implication, il refuse cependant de répondre aux questions des gendarmes. Afin d'obtenir des réponses et surtout de cerner au mieux son profil, les enquêteurs décident de passer au crible son activité sur Internet. En fait, les principaux éléments concernant sa personnalité, son passé, on le retrouver dans son ordinateur et notamment sur tout ce qu'il a laissé comme traces, comme messages sur les réseaux sociaux. Il se met énormément en scène, il y a beaucoup de photos de lui, il ne cache pas sa bisexualité, ses rencontres. Il ne cache pas aussi sa passion pour les mangas un peu satanistes. Un personnage complexe et excentrique qui aime jouer sur son apparence. Le gardé à vue se travestit régulièrement, il se prend en photo habillé en femme, maquillé, il met du vernis et ça sème un petit peu le trouble sur sa personnalité. En fouillant encore plus dans l'historique internet du jeune homme, les gendarmes réalisent que Jordan n'est peut-être pas aussi lisse qu'on voudrait bien leur faire croire. Sur les réseaux sociaux, parfois, il a des expressions un peu limites, un peu borderline. Des propos chocs et une part d'ombre qui interpelle les gendarmes. Au mois de mars 2018, Jordan a reçu un message d'un habitant du village voisin, lui intimant de ne plus jamais s'approcher de ses petits frères. On lui reprochait vaguement d'être plus ou moins pédophile. Mais moi, j'ai jamais entendu aucun enfant se plaindre de lui, j'ai jamais entendu aucun parent se plaindre de lui. Enfin, c'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles. Si Jordan n'est pas inscrit au fichier des délinquants sexuels, les enquêteurs ont l'intime conviction qu'il est impliqué dans le viol et le meurtre de Tom. Mais les gendarmes manquent d'éléments matériels pour confondre leur suspect numéro 1. Ils placent donc tous leurs espoirs
dans les résultats des analyses ADN réalisées sur la scène de crime. Malheureusement, ces analyses ADN ne donneront rien, c'est-à-dire que très concrètement, il n'y a aucune trace permettant de le mettre en cause ou d'apporter une piste quelconque aux enquêteurs. Et donc, les gendarmes qui auditionnent Jordan eh bien, sont bien obligés de poursuivre cette garde à vue et attendent qu'il se décide enfin à parler ou en tout cas de livrer quelque chose. Contre toute attente, le jeudi 31 mai, après 36 heures de garde à vue, Jordan sort de son mutisme. On ne sait pas ce qui a été l'élément déclencheur, toujours est-il qu'après des heures et des heures de silence, eh bien finalement Jordan va finalement évoquer ce qu'il appelle des flashs, des espèces de souvenirs comme ça qui lui reviennent de façon ponctuelle. Il leur dit qu'il se revoit en train de frapper Tom. Par contre, il ne va jamais parler du meurtre et il ne parlera pas non plus du viol. Cette déclaration, cette évocation de flash, ce ne sont pas des aveux formels, circonstanciés, comme on dit en matière judiciaire. Non, c'est simplement la reconnaissance, d'abord d'avoir été peut-être présent au moment du drame, la reconnaissance d'une certaine façon implicite d'être plus ou moins impliqué dans la mort du petit garçon. Donc c'est vraiment un fil très, très ténu que vont pouvoir tirer les enquêteurs de la gendarmerie. Alors qu'il reconnaît seulement une partie des faits, Jordan est déféré devant un juge d'instruction au tribunal de Laon. Son comportement lors de sa mise en examen dans le bureau du juge d'instruction, il est à l'image de sa garde à vue, c'est-à-dire qu'il va choisir de garder le silence. Malgré l'absence d'aveux circonstanciés et de preuves formelles, Jordan est finalement mis en examen pour le viol et le meurtre de Tom. Les parents de la victime saluent le travail des enquêteurs et de la justice. Leur réaction, d'abord, c'était la satisfaction de pouvoir mettre un visage et un nom sur le meurtrier de leur enfant. Après, le fait qu'ils connaissaient cet homme n'a peut-être pas particulièrement changé les choses dès lors qu'ils le connaissaient, mais qu'il n'y avait strictement aucun lien de proximité particulière entre eux. Dans le village, c'est la consternation lorsque l'identité du mis en examen est révélée. C'est l'incrédulité puisque personne ne l'imagine faisant du mal à Tom, d'autant plus qu'il le connaît et qu'on le voit régulièrement avec lui. La nouvelle fait l'effet d'une bombe au Héry-la-Vieille-Ville. Personne n'aurait imaginé que Jordan pourrait être un meurtrier et surtout pas ses proches. J'ai encore du mal à réaliser que quelqu'un que vous connaissez bien depuis longtemps, avec qui vous avez partagé des moments, des loisirs, des passions, avec laquelle il y a une amitié qui s'est instaurée, imaginer quelqu'un comme ça coupable d'un crime aussi horrible, c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile. Si les proches de Jordan sont dans l'incompréhension, c'est bien pour la mère de l'accusé que cette mise en examen est la plus dure à accepter. J'ai été surprise quoi. J'ai dit que c'était pas possible, que c'était pas lui. Je crois toujours pas. Ça me choque quoi, et puis je suis toujours en train de me poser la question quoi. Alors, l'enquête des gendarmes permettra-t-elle de lever le voile sur toutes les zones d'ombre? Jordan va-t-il adopter une autre attitude? Et surtout, pour quelles raisons aurait-il ôté la vie au jeune garçon? Huit jours après la mort de Tom, le village du Héry-la-Vieille-Ville se prépare à dire au revoir au petit garçon. Dans la commune, l'heure est au recueillement. Les habitants vont respecter la volonté de la famille qui ne souhaite pas qu'il y ait une marche blanche pour Tom. En revanche, ils vont se mobiliser pour nettoyer l'église, pour nettoyer les abords, pour qu'elle soit vraiment belle le jour des obsèques de Tom.
Ils vont aussi faire en sorte de la fleurir en rouge et blanc, les couleurs du club de football qu'aimait tant Tom. Il y avait effectivement tous les membres de la famille de ce petit garçon, c'est tous ses oncles et tantes, ses cousins, cousines, tous ses camarades de classe, ses professeurs. Voilà. C'est très émouvant. Commence alors le temps du deuil pour les proches du petit garçon. Pendant ce temps, les gendarmes poursuivent leurs investigations afin de connaître les circonstances exactes du meurtre de Tom. Une enquête dont les résultats sont attendus avec impatience par ses parents. Comme toutes les victimes dans ce type de dossier, ils attendent d'avoir la vérité, ils attendent d'avoir des explications de la part de ce suspect sur les circonstances qui l'ont conduit à agir ainsi. Il reste présumé innocent, mais ils attendent d'avoir des réponses aux questions, de savoir pourquoi autant d'horreur dans le crime. Pour l'instant, Jordan n'a pas donné de version précise des faits aux enquêteurs. Bien qu'il ait évoqué des flashs où il se voyait en présence de son jeune voisin. Ces déclarations et le témoignage de Maxime constituent les seuls éléments à charge contre le jeune homme. L'enjeu de l'instruction va donc être de renforcer ce dossier, jusqu'ici très mince, du point de vue judiciaire. Le travail du juge d'instruction va être énorme dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour essayer de donner un petit peu plus de consistance à ce dossier et notamment aux éléments à charge, parce que pour l'instant, encore une fois, on n'a qu'un témoignage indiquant qu'il était présent au moment de la disparition du petit homme, et puis ces demi-aveux qui n'en sont pas. Pour autant, on imagine mal qu'il ne soit pas d'une façon ou d'une autre impliqué dans la mort du petit garçon. Par ailleurs, un élément important concernant Jordan va émerger au cours de l'enquête. En interrogeant la famille, les gendarmes vont découvrir que Jordan a été un enfant un peu fragile, aussi bien d'un point de vue physique, avec quelques problèmes de santé, et puis fragile également d'un point de vue psychologique. C'est un garçon qui a quelques soucis, qui a été suivi. Pour sa mère, Jordan pourrait même souffrir de schizophrénie. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas la même maladie que son père? C'est la même chose, c'est ce que je me suis dit. Est-ce qu'il n'a pas vu des choses? Et puis, est-ce que c'est vraiment qu'il l'a fait ou il ne l'a pas fait? Ça, je ne peux pas savoir. Une hypothèse balayée par Sébastien, lui-même infirmier. J'ai jamais entendu parler de ça, pourtant il me parlait assez facilement de ses problèmes de santé. Puis j'ai jamais vu chez lui de médicaments pour traiter la schizophrénie, de neuroleptiques, de psychotropes. J'ai jamais vu chez lui de médicaments de ce style-là. La question de la responsabilité pénale de Jordan se posera donc au cours de l'instruction. Le rôle des experts sera crucial. Donc là, une enquête psychiatrique est obligatoire pour savoir si un suspect, au moment des faits, était responsable de ses actes, savoir s'il avait toutes ses facultés mentales et pour savoir s'il est susceptible ou non de comparaître devant une cour d'assises. Dans l'attente de son jugement, Jordan reste présumé innocent. Au Héry-la-Vieille-Ville, plusieurs mois après le drame, tous les habitants du village sont encore sous le choc. Pour les parents de Tom, il va falloir du temps pour apaiser la douleur. Ils ont perdu un enfant, c'est effectivement ce qui est totalement indicible, anormal. C'est pas quelque chose qui va dans la logique des choses. De perdre un enfant, un bambin de 9 ans. Donc ils vont se reconstruire, je crois, ensemble, à la fois pour Tom et puis pour eux-mêmes.